C'est aujourd'hui dimanche, il fait un temps superbe. Chérie, on va se payer un petit peu d'agrément. Quoi, qu'est-ce que tu voudrais aller manger sur la... Bonjour à tous. Maintenant que nous avons vu les motivations et la justification de la colonisation par la France, nous allons pouvoir voir plus en détail le fonctionnement de cet empire colonial français. Ce sera surtout l'occasion de voir à quel point ce régime était inégalitaire. Que nous allions à l'exposition. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la France déploie une politique et une propagande coloniale afin de redonner à la France sa puissance et son influence internationale. Donc c'est bien dans le cadre de rivalités européennes que le processus de colonialisation s'insère. Et ces rivalités européennes, on va les retrouver autour de la question coloniale avec le partage de l'Afrique. Comme on l'a vu précédemment, les pays européens veulent s'accaparer le plus de territoire possible, à la fois pour des raisons économiques, avec l'accès de ressources et de main-d'œuvre extrêmement peu chères, mais surtout pour démontrer leur puissance. Et ces expansions coloniales vont se heurter les unes aux autres. On peut ainsi évoquer la crise de Fashoda en 1898, où une expédition coloniale française va revendiquer un territoire britannique. On va donc avoir une crise diplomatique entre ces deux pays. Le conflit est cette fois évité, mais il en ressort une humiliation diplomatique de la France. Donc on voit qu'il s'agit vraiment d'une guerre de puissance, d'une volonté de démontrer la puissance des pays les uns sur les autres, et cela passe par ce terrain colonial. Finalement, l'Afrique offre un terrain de jeu qui permet de décentrer les conflits et de projeter les oppositions des Européens en Afrique. Cependant, maintenir l'autorité française sur un territoire aussi vaste et sur des populations bien plus nombreuses que les troupes coloniales présentes va nécessiter une organisation, un fonctionnement colonial qui est basé sur l'asservissement des colonisés par les colonisateurs. Voilà que tout s'illumine, et là-bas au lointain, c'est le théâtre d'eau. Avant toute chose, il semble important de bien comprendre que pour administrer cet énorme territoire, on va avoir plusieurs statuts. On va avoir donc différents types d'administration et différents degrés de soumission des peuples à la métropole française. Sur cette carte, par exemple, on voit la présence de protectorats. Alors sur cette carte, on voit surtout l'Indochine qui est considérée comme un protectorat. Les statuts ont évolué au cours des périodes et on va par exemple avoir la Tunisie et le Maroc qui ont été des protectorats à des moments différents. Voyons ce que nous dit l'historien Alain Decaux sur le protectorat du Maroc entre 1912 et 1956. Voici des images qui datent du moment où le Maroc est devenu protectorat français. C'est le 30 mars 1912 que le sultan signe le traité qui met fin à des années d'affrontements locaux et d'intrigues internationales. Je fais une petite pause dans cet extrait pour souligner de nouveau l'aspect positif, le point de vue positif qui est pris dans cette émission de 1994, qui nous rappelle que la colonisation est bien perçue pour beaucoup de personnes à la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui. On le voit bien ici avec l'historien Alain Decaux qui va dire que le protectorat français arrive à apporter une stabilité au royaume alors qu'avant il y avait beaucoup de problèmes. Donc il y a une conception très positive de cet événement. Et vous allez le voir, ce parti pris positif, il va continuer dans la description assez idyllique, assez idéalisée du protectorat français. Le sultan, commandeur des croyants, est souverain temporel et spirituel. Il signe les daïrs, c'est-à-dire les textes de loi, que préparent ses propres ministres. Mais la France est représentée auprès de lui par un résident général qui doit contresigner tous ces actes. Ce résident, c'est Lyoté. Il n'est pas au Maroc en maître. Il en respecte le peuple, la religion, les institutions. Même dans les zones qui restent hostiles, Lyoté s'impose par sa personnalité exceptionnelle et son mépris du danger. À Moulay Idriss, ville à peine conquise, une grande fête est annoncée. Tranquillement, sans escorte, en la seule compagnie de Madame Lyoté, il s'y rend. Avec le nouveau sultan, Moulay Youssef, dont la famille règne sur le Maroc depuis 1659, s'instaurent bientôt des rapports conflits.
Ce qui va naître peu à peu, c'est le Maroc dont l'IOT répète que la France ne s'y trouve que pour faire accéder ce pays qu'il aime au monde moderne. Donc là, on observe deux choses assez intéressantes dans cette vidéo. D'abord, on a une conception historique assez ancienne, où on va mettre en avant l'action de grand homme. Ici, il y a une héroïsation du général, il est mis en avant en tant que grand homme. Et à côté de ça, on voit bien ici l'idée de mission civilisatrice qui est présente dans la bouche d'Alain Decaux, où on voit bien que le général français a pour mission de faire du Maroc un pays moderne. Donc voilà l'idée du développement de la civilisation qu'apportent les Français à tous ces peuples qui sont arriérés, selon les Français de cette époque bien évidemment. Donc là vous avez bien le principe du protectorat. Le protectorat, contrairement aux autres formes de colonisation, elles vont laisser une autonomie plus grande aux autorités locales. Ici, comme on le voit dans la vidéo, le sultan reste au pouvoir, c'est lui qui dirige le pays théoriquement. Par contre, toutes les décisions du gouvernement doivent être validées par le représentant de la France, qui est un général. Donc on voit quand même la pression militaire qu'impose la France sur le Maroc. Donc les protectorats ne sont pas des territoires qui sont contrôlés directement par la France, ce sont les autorités locales qui continuent de diriger, mais la France a une grande marge de contrôle, et comme on va le voir dans la suite de l'extrait de vidéo, elle dirige de grandes politiques. Casablanca sera le grand port du Nouveau Maroc, Rabat devient capitale, routes, chemins de fer, bâtiments publics, hôpitaux surgissent partout, l'économie délabrée et restaurée. En 1914, l'IOT se sentira assez sûre du Maroc pour en retirer la plus grande partie des troupes françaises. Donc vous voyez bien que la France va administrer le Maroc concrètement et va surtout organiser son développement économique. Et dans ces derniers propos, on voit encore une fois l'idée de mission civilisatrice, de progrès amené par la France à ces pays colonisés. Donc un protectorat, c'est effectivement un gouvernement qui est censé être autonome, plus indépendant que les autres statuts de colonie, mais dans les faits, la France a un contrôle très fort sur ses territoires et ses populations. Dans la dernière partie de la vidéo, on voit un dernier rapport très important, très bénéfique pour la France des colonies. Il s'agit des troupes coloniales, tout simplement, qui ont participé aux deux grandes guerres mondiales, mais ça nous en parlerons plus tard. Si on reprend la carte de l'Empire français, on remarque qu'il y a aussi des vieilles colonies françaises, les Antilles, la Guyane, les comptoirs du Sénégal et de l'Inde, qui sont concrètement de petits territoires qui sont français depuis plusieurs siècles désormais. Et bien dans ces comptoirs, on va avoir la citoyenneté française qui est octroyée, avec un système représentatif plus juste. Cependant, le statut le plus largement répandu est celui de colonie. Les colonies sont des territoires et des peuples qui sont assujettis à la France. Et pour administrer ce grand territoire, la France va développer une véritable administration coloniale avec un ministère des colonies qui est créé en 1894. Et surtout, sur les terrains, on va avoir la présence d'administrateurs coloniaux. Ces administrateurs coloniaux, concrètement, ils sont détenteurs de l'autorité, ils sont très peu nombreux et ils vont regrouper beaucoup de pouvoirs, ils vont avoir des fonctions de police, de justice et de prélèvement de l'impôt. Donc ils représentent la domination française dans les colonies. Pour illustrer le rôle et le statut des administrateurs dans les colonies, je vous propose une nouvelle fois un extrait d'archives du temps de la période coloniale française. À Yaoundé, les indigènes se mettent en fête pour l'arrivée du grand chef de Guiglo. Nous sommes dans la tribu des Guérés. Les visages amènes feraient oublier que nos administrateurs y punirent des pratiques d'anthropophagie et surtout d'empoisonnement. Donc dès le début dans cet extrait, on voit bien que le colon, l'administrateur, est reçu comme un héros, comme le chef incontesté, comme un être supérieur. Les autochtones font preuve d'une attitude servile, puisqu'à peine arrivés, ils vont lui déployer une chaise et une table sur laquelle il va être avachi. On voit qu'il domine l'assemblée, il est le seul assis devant le reste du peuple, et il arrive entre autres pour régler aussi des problèmes d'anthropophagie, c'est-à-dire de cannibalisme, et d'empoisonnement. Alors cette source, c'était des vidéos qui étaient diffusées en France, donc on mettait en avant le côté pittoresque. Il est peu probable qu'il y ait vraiment eu de l'anthropophagie, c'est pour accentuer le côté sauvage des Africains. En tout cas, ce qui apparaît de suite, c'est que les colons, les administrateurs, ont une attitude paternaliste. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme un père avec ses enfants.
Les Africains seraient les enfants à éduquer, à faire grandir, à civiliser encore une fois. C'est ce qu'on va voir dans la suite de l'extrait. Voici le moment de la palabre, prélude de tous travaux de colonisation. Avec le secours de l'interprète, l'officier va encourager l'effort de chacun. On n'a plus fait de caoutchouc depuis 13 ans, dit le lieutenant. Il faut en refaire. La France en a besoin. Chaque kilo sera payé 30 francs. L'appel tombé de la bouche même du chef blanc sera suivi. Un divertissement de cour commence. Des danseurs. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants dans cet extrait. D'abord, on voit le rôle principal de l'administrateur qui est de rendre les populations productives. Ici, il vient à la fois pour les civiliser en leur disant d'arrêter l'anthropophagie, les empoisonnements. Donc, encore une fois, on a la présence de la mission civilisatrice. Il y a un jugement de valeur de la part des colons sur les coutumes locales. Et à côté de ça, on a surtout, le plus important sans doute, une volonté d'exploiter les ressources et les locaux en les faisant travailler de force pour l'exploitation du caoutchouc, une ressource importante pour la France. On peut s'intéresser à deux autres éléments intéressants. D'une part, on voit qu'il n'y a que 3 colons, il n'y a que 3 blancs concrètement. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a effectivement peu de colons qui vont administrer les colonies. L'administration coloniale, elle repose surtout sur la collaboration avec des locaux. On voit qu'il y a un interprète, il y a aussi beaucoup de soldats coloniaux qui sont d'origine locale. Et enfin, on a un nouvel exemple de la domination et peut-être d'une forme d'admiration envers l'administrateur avec la présence de célébrations qui rappellent celles de la cour. Effectivement, autour du roi, on va faire un spectacle en son honneur. À côté de l'action des administrateurs français en coopération avec les autochtones, on a une uniformisation des lois dans les colonies en 1887 avec le code de l'indigénat qui est généralisé à toutes les colonies. Alors le code de l'indigénat, c'est un ensemble de lois, de réglementations qui permettent d'établir les punitions appropriées dont disposent les administrateurs des colonies, et cela sans qu'il y ait besoin d'avoir un procès. Donc concrètement, c'est un texte qui va légitimer le tout pouvoir des administrateurs sur les colonisés. Ce code de l'indigénat qui, à la base, a été créé en 1875 en Algérie, il est le symbole justement des injustices de la Troisième République, puisque les colons, les citoyens français et les habitants locaux ne disposent absolument pas des mêmes lois, des mêmes droits et devoirs. L'exemple le plus criant, le plus frappant de ces inégalités est sans doute le travail forcé qui est imposé aux autochtones. Ce travail forcé, il concerne surtout la construction et le développement d'infrastructures telles que des routes ou encore des chemins de fer. Et dans ces grands travaux, on va souvent avoir des morts à cause des conditions de travail très difficiles. Vous avez un exemple ici avec cette photographie à Madagascar d'une construction de la voie ferrée qui va permettre de relier les principales villes des pays colonisés. Dans le premier article du Code de l'indigénat de 1875, on va trouver donc plusieurs règles, plusieurs consignes à respecter. Alors parmi les peines, on a des amendes, des corvées, des réquisitions, des emprisonnements, etc. On voit que les administrateurs, ils ont un panel assez large de punitions possibles et qui sont plus ou moins violentes. Et finalement, ce qui apparaît, c'est que tout acte de résistance ou de désobéissance aux autorités coloniales est puni. Il y a par exemple une liberté d'expression assez réduite. Quand on voit le 7e point, où les propos tenus en public dans le but d'affaiblir le respect dû à l'autorité va conduire à une punition. Donc en fait, si on se moque par exemple de l'administrateur, on peut être puni. On voit aussi que ces populations, elles sont très contrôlées puisqu'elles doivent obéir. Si elles sont convoquées, elles doivent aller face à l'autorité administrative. Elles doivent déclarer si elles veulent quitter le territoire. Et pour quitter le territoire, il faut qu'elles aient un permis de voyage. Donc il y a un contrôle des populations et des flux de ces populations. Et à côté de ça, on voit qu'il y a des obligations à payer des impôts ou à travailler. Le travail forcé, on le voit ici, il est compris dans le 13e point où il est question d'exécution des prestations en nature. Avec le code de l'indigénat, on se rend compte très rapidement des inégalités entre les citoyens français de la métropole et les colonisés. Bien évidemment, il y a de grandes inégalités et de manière générale, les colonisés sont maltraités et peu considérés. Maintenant que nous avons vu l'administration des colonies, des protectorats ou encore des vieilles colonies françaises avec les comptoirs, on va s'intéresser à un cas particulier, l'Algérie, qui est une colonie de peuplement, c'est-à-dire une colonie dans laquelle la métropole envoie de nombreux colons qui s'y installent durablement. À l'inverse des autres colonies où il y a donc quelques administrateurs
qui vont essayer de faire fonctionner le système colonial et la domination française dans les colonies. L'Algérie est conçue comme une suite directe du territoire français, une suite continue, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui seraient intéressés par les arguments avancés par les défenseurs de la colonisation et des bienfaits de la colonisation, je termine cette vidéo avec un extrait des archives coloniales qui illustre bien la mise en avant des bienfaits de la colonisation sur les peuples africains. Et naturellement les danses en l'honneur des Français. Et les cadeaux qui entretenaient l'amitié. Et l'armée coloniale dans son rôle évident de bâtisseuse. Et les trois couleurs. Et l'hygiène. Et la leçon de français. L'avion qui a porté le courrier. Et même le cercle des sous-officiers qui ressemblait à un bistrot de Belleville, de Montpellier ou de Nancy, et le billard, la pétanque, l'équipe locale de basket-ball, et enfin l'apéro. Tout cela, c'était pour nous la plus grande France.